Alors moi c'est Bénédicte Letty et en gros ma problématique c'était, étant donné que l'architecture a toujours des aspects coloniaux dans la pratique et dans l'institution qu'elle est, comment est-ce qu'on peut se débarrasser de ces aspects coloniaux et comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de ce qui a été fait, ce qui a été posé dans l'architecture en 1492. Je m'appelle Aminata Diallo et j'ai suivi un cursus d'architecte, on va dire, à l'école de Lyon. Et pour ma dernière année, j'ai traité le sujet de l'informel et de l'infrastructure dans ma ville, donc la ville de Bamako au Mali. Et donc, ça a été de voir comment justement l'informel pouvait prendre forme et créer l'infrastructure dans la ville de Bamako. Je m'appelle Soleya, moi j'étais dans le master GeoArch et j'ai travaillé sur la thématique de réinvestir les gravières, donc des paysages post-gravières, dans le cadre de l'étude du fleuve. Donc nous on était sur l'île de Pierre-Latte. Du coup je m'appelle Kendra et mon projet du coup il se situe à Bray-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes et il traitait de la question du risque et du rapport au risque dans des territoires sur lesquels il y a eu des catastrophes naturelles. J'ai travaillé sur la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine, qui est une ville qui a été divisée pendant la guerre des Balkans. Et du coup, j'ai travaillé sur comment faire du lien dans une ville qui a été divisée physiquement par un mur. Alors bonjour, moi c'est Yohan Baran, je suis architecte diplômé d'État depuis l'année dernière. Et donc pour mon projet de diplôme, mon PFE, j'ai travaillé sur la transition entre la ville de Cassis et le parc national des Calanques. Donc c'était réconcilier donc, ces deux territoires qui s'affrontent, donc l'un urbain et l'autre rural, en créant une nouvelle porte paysagère. Je m'appelle Joséphine Carbrat et la problématique du projet c'était comment réhabiliter et étendre, en grosso modo, comment réhabiliter et étendre du patrimoine brutalisme en utilisant des matériaux éco-sourcés. Donc le point de départ c'était l'architecture circulaire. Donc je savais pas du tout ce que c'était l'architecture circulaire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un peu un pas en arrière pour déterminer ce que c'est de l'économie circulaire. Mon projet c'est un peu dessiné comme un entonnoir où je suis partie d'un concept assez général pour montrer après tous les leviers d'action qu'on pouvait avoir dans l'architecture circulaire et finir sur le réemploi. Et j'ai essayé de l'aborder un peu d'une manière participative avec beaucoup d'ateliers avec les habitants et de le rendre un peu interactif et ancré dans le réel, je dirais. Alors moi du coup c'est Lucas Etienne, moi j'étais dans le DEM expérimentation collaborative. J'ai bossé du coup sur la réversibilité, donc comment repenser l'architecture à l'échelle de la matière en fait, repenser la façon dont on construit. Trois mots, le fleuve, la terre, la pierre. C'est donc un projet qui essaye de parler du fleuve et de l'écosystème fleuve, mettre en avant la qualité nourricière de la terre, qui aujourd'hui est un peu malmenée par la monoculture sur l'ensemble de l'île de Pierre-Latte. En GeoArch, on a travaillé on travaille principalement sur le territoire de la vallée du Rhône. Et donc, chacun doit pouvoir réussir à se raccrocher à une caractéristique ou à quelque chose qui tourne autour de ça. Et donc, moi, je me suis plutôt arrêtée sur la météo, le climat et en l'occurrence les pluies qui sont récurrentes et intenses à cet endroit. Et donc, j'ai travaillé autour des éléments en général, donc le vent, les nuages, la pluie. Du coup, je m'appelle Lorraine Albin et j'ai travaillé sur comment les techniques architecturales et l'architecture peuvent aider à pacifier un conflit. Et la problématique, c'était un paradoxe entre un bien qui était patrimoine, classé patrimoine, mais qu'en même temps, il était totalement oublié, désaffecté et pas compris comme une entité architecturale qui marquait la ville de Berlin. Alors nous on s'est situé au Puy Canal, c'est un site qu'on est allé repérer toute seule. Il s'agissait de repérer un peu l'usage du plastique dans le bâtiment et comment on pouvait en faire usage en tant qu'architecte ensuite. Et on a agrémenté ce travail de nos mémoires. Donc Claire, elle a plutôt travaillé sur d'où vient cette matière et qu'est-ce qu'elle a permis de créer dans le passé. Tandis que moi, j'ai plutôt travaillé sur qu'est-ce qu'on va en faire de cette matière maintenant qu'elle est là et qu'elle pollue énormément. La notion de commun, c'est-à-dire le fait d'être conscient qu'on partage une ressource et qu'on a besoin de la préserver dans un temps long pour une génération future.
Je dirais qu'il y a aussi la question de la saisonnalité. Je dirais le Rhône, temporaire et des grands espaces. Je me suis situé dans le parc de Gerland. Il y avait des espaces qui me permettaient d'installer différentes scènes. Mais moi, dans mon projet, en fait, le site n'a pas vraiment d'importance. En fait, l'idée, c'est de montrer une architecture qui peut s'inscrire dans différents sites. Du coup, voilà. Je pense que je parlerai de circulation, je parlerai des icônes et je parlerai de identité. Mon projet, c'était une tour qui était censée de mettre l'identité de Berlin à l'époque, les années 60. C'est une époque très effervescente et de la ville de Berlin. Et en fait, cette tour, elle était vraiment destinée à être là, juste pour marquer un point de repère entre tous les nouveaux développements de circulation routière en Allemagne aux années 60. Et ce point de repère, il marquait 5 étages, 3 souterrains, un rez-de-chaussée et un viaduc. Et c'était quelque chose de très nouveau pour Berlin. Donc du coup, premier mot Berlin, deuxième mot brutalisme, forcément, parce que le fait d'étendre un style architectural aussi particulier, c'était un des gros enjeux du projet. Et troisième mot, hospitalier, parce que c'était le programme de mon projet de faire un projet hospitalier. Je vais dire frontière, capitale et traces. En gros, j'ai travaillé sur le cas de la capitale de Nicosie à Chypre. Et c'est la dernière capitale divisée d'Europe. On l'appelle le deuxième mur de Berlin. Pour moi, il y a vraiment l'idée de progressif. Il y a la question aussi du social, vu que ça touche les personnes du coup en grande précarité et les personnes qui refusent un peu justement le système un peu hiérarchique qu'impose l'État, les lois, etc. Et temporalité, dans le sens où le site va un peu jouer justement avec le passé, le présent et le futur. Je dirais diversité, parce que diversité d'usage, de paysage, caractériel et vivant. Pourquoi j'ai choisi ce site-là? Parce que ça me tenait à cœur de m'implanter un peu là où je voudrais être architecte. Par d'abord ce premier jet-là de projet, qui est un projet qui était hyper important pour moi, pour voir comment moi je peux participer à l'évolution un peu de mon pays, on va dire. Je dirais participatif, multidisciplinaire et vivant. En fait, moi, je suis arrivée sur un projet qui était déjà existant, donc l'autre soi, qui avait une démarche de réemploi qui était très forte. Et en plus de ça, ils étaient en train de développer le parc de l'autre soi en faisant plein d'ateliers participatifs avec les habitants. Il y avait déjà une dynamique qui était créée et en fait, ils étaient hyper ouverts à de nouveaux projets, notamment étudiants. Donc, lisière entre deux territoires qui s'affrontent, une zone de contact et environnement durable. Je dirais post-conflit, frontières et musique et art en général. Tout simplement, je dirais post-exploitation, reconsidération et temporalité. Je suis intéressée à une gravière qui était encore en activité à Pierre-Latte. Et ce site, il m'a attirée parce qu'en fait, on a une superposition de plusieurs temporalités. Du paysage post-exploitation jusqu'au moment de l'exploitation où les lacs sont en train d'être creusés, jusqu'à un état un peu entre deux. Et finalement le paysage post-exploitation, donc le paysage lacustre qu'on a et qui est assez typique sur l'île. Mon site de projet, c'est le complexe de la Pointe-Simon à Fort-de-France en Martinique. Donc pour resituer, c'est sur le bord de mer de Fort-de-France et c'est 3 bâtiments, donc un hôtel avec un rez-de-chaussée commercial, une tour de 20 étages et un condominium de luxe, donc c'est que des gros appartements. Je dirais le mouvement qui était présent sur le site, l'eau et les habitants du village. Mais du coup, c'était une volonté de recréer du mouvement là où il n'y en avait plus, mais là où il y en a eu aussi. Et du coup, c'était lié à la fois au mouvement de l'eau et au mouvement des gens et des usagers. Le matériau premier qui j'ai pu réfléchir, c'est le béton. En deuxième, je pense que un autre matériau qui m'a aidé, c'est la théorie architecturale. Sans cette aide, je n'aurais pas pu construire un projet. Et le troisième point que je pense, c'est l'expérience qu'on a de l'architecture aujourd'hui. C'est ma propre expérience et l'expérience des gens qui m'entourent.
Je dirais du coup le bois, le mur et le tissage. L'idée, c'est que dans mon projet architectural, je viens créer plein de manières de recréer du lien avec plein de petits projets sur toute la frontière. Et le liant architectural de tout ça, c'est la manière dont une technique constructive commune qui consiste à tisser certains matériaux, mais donc à tisser pour faire des plafonds. Et donc moi, en fait, je recompose avec cette technique du tissage pour remettre l'humain et la main au centre du projet architectural. Je dirais premier matériau, les géométries. La manière dont je suis venue étendre le bâtiment, c'était en réutilisant les géométries précédentes très particulières du brutalisme, et notamment de ce bâtiment qui est vraiment particulier. Mais du coup, deuxième matériau, j'ai envie de dire l'Institut d'hygiène, c'est le nom de mon bâtiment que je suis venue réhabiliter et étendre. Et troisième matériau, la terre coulée, parce que du coup, c'est dans ça que j'ai fait mon extension et ça venait répondre aussi au béton. Moi, je dirais que les matériaux, en fait, j'ai principalement travaillé sur le bois. Moi, c'est la base de mon projet, c'est le carrelé de bois, en fait. Et du coup, c'est ce qui est à la source, en fait, du projet. Et donc, c'est le même élément qui est répété un bon nombre de fois. Et c'est, en fait, la méthode d'assemblage de ces éléments qui fait architecture, en fait. Les matières principales qu'on a utilisées pour l'usine de recyclage, c'était le pisé, le bois pour la charpente. Et après, on a une grosse réflexion sur du coup, la présence du plastique, parce qu'on s'est rendu compte que ne peut pas non plus faire totalement abstraction de lui. Alors le premier, ça serait les fenêtres de réemploi, parce que ça a été le matériau que j'ai le plus, qui a été le point de départ de mon PFE, donc qui était une serre participative. Et en fait, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des fenêtres de réemploi en simple vitrage. On n'arrive pas à leur trouver un usage aujourd'hui. Et du coup, c'était de dire, grâce à ces fenêtres-là, on peut en faire, par exemple, une serre. Ensuite, je dirais les conteneurs maritimes. Donc, pareil, c'était un objet que j'ai choisi d'utiliser en matériaux de réemploi. Alors, le troisième, ça serait le lombricomposteur. Et ça, justement, ça a été un objet intéressant parce qu'il a été participatif et interactif. Ça a permis de pouvoir avoir un vrai dialogue avec les habitants. Donc je dirais mes entretiens, qui est la matière première principale dans mon projet, qui a aidé un peu à trouver le concept, comment en fait, entretien avec les habitants de la ville de Mostar, que j'ai réalisé, et qui a aidé ensuite à faire la conception du projet. La pierre, qui est le matériau principal dans mon projet et qui est présent dans la ville de Mostar et notamment dans le pont Mostar, qui est un élément hyper important dans la ville. Et ensuite, le troisième élément, c'est les arts, qui est le programme de mon projet. Et quand j'ai fait mes entretiens, en fait, le but, c'était de savoir ce qui faisait porosité dans la ville, dans une ville où il y a de la division. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que les lieux de porosité se trouvaient dans les lieux artistiques, principalement autour de la musique. Du coup, c'est pour ça que c'est le troisième élément principal de mon projet. Je vais commencer par le béton parce que c'est la matière première du projet. Je dirais que c'est le site même parce que en fait l'idée c'était de créer quelque chose à partir du site, que ce soit à l'échelle du projet du paysage, autant qu'à l'échelle architecturale. Je vais dire temporalité. Parce que c'est vraiment ce qui a guidé le projet, en fait, que ce soit de la temporalité à un niveau très large. Je me suis beaucoup intéressée à donc, pourquoi les gravières sont là. Donc ça part d'une temporalité à l'échelle de la formation des fleuves et des alluvions, et aussi à la temporalité de qu'est-ce qui fait le projet comme tel qu'il est, et c'est ses usages. Et je me suis intéressée notamment aux arts du spectacle et à l'éphémère du cirque. Alors, il y a la pierre, la terre et on va dire l'eau. 3 matériaux de mon projet, ce serait déjà le béton, parce que de la tour, je ne garde que la structure béton. Donc il y a déjà ça. Ensuite, il y a les gens, parce que les gens, je les invite à se réapproprier cet espace qui serait en ruine, qui serait complètement délaissé. Et après, il y a la végétation qui a joué une part assez importante, parce que la végétation, elle est omniprésente en Martinique. Du coup, l'usine est faite en briques. Du coup, il y a encore des briques sur le site, c'est en état de ruine. Mais je travaille donc sur le projet, sur la revalorisation justement de ces débris. Il va y avoir aussi une question un peu de patchwork, où c'est un site en fait qui est très orthogonal. Il y a en fait des pièces qui sont un peu accolées les unes aux autres. Et après, tout ce qui va être aussi question du réemploi. Donc vraiment s'appuyer sur ce qu'il va y avoir sur site, donc que ce soit les murs existants, les débris, tout ce qui va être végétation aussi.
Donc le projet se situe sur une carrière de pierre de cassis. Donc l'idée, c'est de construire le paysage du parc à l'aide donc de cette pierre de cassis que je viens extraire de la carrière existante et industrialiser. Bah déjà, avant tout, les habitants de la ville de Mostar, avec qui j'ai énormément échangé pendant toute la durée de mon projet. Je suis allée 2 fois et du coup, j'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entre eux. Ensuite, je dirais mon équipe de PFE, enfin mes amis, parce que le PFE, c'est quand même une épreuve et on ne la vit pas tout seul. Il y a eu d'abord les habitants. Il y a eu ma petite sœur qui m'a énormément aidée cette année-là, parce qu'on vivait ensemble. Et ouais, je vais dire peut-être une de mes amies qui m'a aidée en archi cette année-là, c'est Colline Asquin. La première, ce serait Zoé, qui travaille au CCO à l'Autre-Soie. Et Zoé, du coup, c'était l'intermédiaire entre moi et les habitants. C'est elle qui a permis de créer ce projet-là. En deuxième, ce serait Alim. Donc Alim, il avait créé une pépinière dans le parc de l'Autre-Soie. J'ai beaucoup discuté avec lui et je me suis rendu compte qu'il avait un savoir énorme sur le vivant, sur la terre, sur l'agriculture notamment. Donc le troisième, ce serait Noé Bache, c'est le fondateur de Mobius Réemploi, donc c'est une société de reconditionnement de dalles de faux plancher à Paris. Il m'a permis de comprendre un peu tous les leviers du réemploi, mais surtout tous les freins aussi actuels. Étant donné que je traitais de sujets coloniaux qui sont assez théoriques, les grandes inspirations qu'il y a eu au tout début de mon projet, quand j'ai lancé le truc, ça a été plus des personnes qui ont écrit, mais qui pas forcément des architectes. Il y a eu les travaux de Aimé Césaire, de Édouard Glissant, d'où je tire le concept de créolisation. Il y a eu aussi les écrits théoriques, les essais de Audre Lorde, qui est une poétesse, essayiste et romancière afro-américaine, et qui a écrit notamment le texte Les outils du maître ne peuvent pas détruire la maison du maître, à lire. Du coup, je penserai les premières personnes, bien sûr, c'est mes professeurs, mes tuteurs. Je penserai aussi à mes amis, parce que c'était pas quelque chose de facile, mes amis en architecture et mes amis au-delà. Et en troisième, je dirais que c'est les architectes qui ont fait les bâtiments. Moi, du coup, je dirais que c'est Johan Le Guilherme et Sirkissi, donc en fait, qui sont à l'origine du projet. Eux, en fait, construisaient ces structures Nexorad dans le cadre de leur recherche artistique, en fait, dans la recherche artistique de Johan Le Guilherme. Donc, ils faisaient ces structures Nexorad. En fait, moi, j'ai collaboré avec eux pour créer une couverture, en fait, pour ces structures-là. Et on voit ce qu'on pouvait en faire en l'installant dans l'espace public, quoi. Je dirais déjà les architectes du bâtiment de base, donc c'est Felling plus Google. Et en dernier, on va dire... si, le monsieur qui travaillait à la Berlinische Galerie et qui m'a aidé pendant 5 heures à prendre des photos une à une de tous les plans existants du bâtiment. Et il était absolument génial et il parlait quasiment pas un mot d'anglais et du coup on se faisait comprendre par signes et il était trop cool. Et donc, on a essayé de parler à la fois à des chercheurs. Il y avait aussi à différentes échelles de production, mais on a parlé à des gens du coup, grosse production, il y avait le pavé, par exemple, à Paris. Ouais, on a vu des petits artisans qui travaillent la matière, le plastique recyclé. On a vu des semi-industries, des gros industriels. Je dirais effectivement les habitants d'abord, parce que j'ai vraiment pu collaborer avec tous les habitants et c'est eux qui ont nourri mon projet. Ensuite, je dirais Eyal Weizmann et Francesco Sevregondi, qui sont 2 architectes qui ont fondé Forensic Architecture. Donc ça, c'est à Londres, et Index en France, pour Francesco. Et en fait, ils travaillent sur les techniques d'investigation pour la reconstitution dans les cas de crimes d'État. Et moi, j'ai pu travailler dans le cadre, collaborer avec l'ONG Index pendant mes 2 années de master pour expérimenter ces techniques d'investigation par la 3D et par les techniques architecturales. L'organisation du Parc national des Calanques, qui m'a beaucoup fourni d'aide pour la réalisation de mon projet. Donc j'ai beaucoup eu d'aide de la part de 331 Corniche Architecture, donc un bureau d'architecture marseillais qui travaille aujourd'hui sur la réhabilitation de cette carrière de pierre. Une première personne qui était importante dans ce projet, ça a été un écologue qu'on avait pu rencontrer au début du semestre, qui nous avait parlé du Parlement de Loire, qui évaluer la possibilité de donner une personnalité juridique au fleuve Loire en France. Grâce à lui, il y a une entrée sur reprendre cette idée pour le Rhône. Je
pense à Silvia Federici et Donna Haraway pour des notions de cyborg qu'on peut replacer dans l'urbanisme et l'architecture sur, là par exemple, le fleuve qui a des entités machines et des entités vivantes. Et Silvia Federici, c'était vraiment une entrée dans la notion de commun et sa disparition avec le capitalisme. Il y a eu déjà la cartographie sur site, principalement. Beaucoup de croquis et de dessins. Et des interviews aussi, des interviews auprès des habitants. Et aussi j'ai fait en sorte de participer aux événements qui avaient lieu au moment où j'étais sur site, notamment les réunions publiques. Ça a été, comme j'ai dit, l'exploration. En fait, j'ai fait 3 arpentages à chaque fois avec un plan d'arpentage préparé à l'avance. La maquette qui est venue assez tard en fait dans le processus, parce que je pense que ça a commencé par le mémoire et le projet s'est dessiné vraiment plus vers la fin. Donc je travaillais pas mal avec la méthode de la carte mentale. J'allais voir des gens et je leur demandais de me dessiner la ville de Mostar. Et ça a été le processus principal de la création du projet. Ensuite, deuxième processus de fabrication, la maquette. Donc j'ai énormément travaillé en maquette tout au long du projet et ça m'aidait un peu à m'activer dans les périodes où des fois on bloque sur le projet. Et ensuite, je dirais que c'est l'écriture du mémoire qui permet de réfléchir, de prendre de la distance par rapport au projet et à faire un point un peu sur ce qu'on est en train de faire. Le processus de réalisation de mon projet, ça a été la destruction. Parce que moi, je suis partie, dans ma réflexion, je suis partie des déboulonnages de statues qu'il y a eu en 2020 à Fort-de-France. Et vraiment, un des premiers trucs que j'ai dit et que j'ai essayé de reproduire de façon assez métaphorique dans mon projet, c'est la décapitation de cette tour. C'est très intéressant parce qu'en fait, quand je suis arrivée et j'ai vu cette tour, ça inspire tout moins sauf confiance. Et j'ai dû aller chercher d'ailleurs. C'est pourquoi je parle de la théorie de l'architecture, c'est pourquoi je parle de l'histoire berlinoise qui c'est assez atypique pour tout le reste des pays européens. Surtout à cette époque-là, il faut se rappeler que Berlin était une ville divisée. Du coup, je pense que c'est l'histoire et tout ça qui m'a donné des pistes. Et j'ai dû faire des tableaux, des chronologies pour pouvoir lier tous les puzzles et voir où ça allait m'amener. Le projet, on l'a travaillé le dernier mois, quoi. Avant, on était vraiment sur des phases de réflexion pendant 9 mois. On n'avait rien, en fait, on dessinait rien. On a fait que... on a dessiné à la fin parce qu'il fallait bien montrer des images. Mais vraiment, ça a été que des allers-retours entre... on avait un peu l'antithèse de on veut plus de plastique mais on va quand même faire une usine de plastique. Je dirais l'échange avec des habitants, le parcours et les archives. Il y a eu une phase de modélisation. Du coup, moi, j'ai utilisé pas mal d'outils paramétriques pour modéliser mes structures. Donc, notamment au niveau de l'optimisation géométrique, ce genre de choses. Donc ça a été un des outils. Le deuxième, après, ça a été à l'échelle 1. En fait, moi, j'ai pas mal prototypé. Peut-être qu'ils m'ont aidé à faire le projet, on va dire, ça a été une maquette en carton avec du papier. Pour le projet, c'est plutôt le calpinage de pierre que j'ai dû pas mal étudier aussi pour ce projet-là. Comme outil dans la conception, il y a eu un travail sur la gravure. Donc en fait, par le procédé de la gravure, c'était vraiment rechercher l'abstraction de la forme du bâtiment dans ce site. Il y a eu le travail du pocher. Donc c'est toujours une recherche de l'abstraction. C'était un peu appuyé sur la pensée de Louis Kahn ou aussi les projets de Gilles Perrodin, en fait le travail de la pierre qui pouvait amener à imaginer qu'on creusait un bloc noir dans lequel on faisait apparaître des espaces. Il y avait aussi la question de s'interroger sur comment on représente un imaginaire et des choses qui ne sont pas tangibles. Donc c'était appuyé un peu sur la cartographie radicale, par exemple le terraforma. L'extraction de la pierre, le taillage de pierre et le calpinage. Moi, je me base énormément sur les matériaux. C'est souvent ce qui guide beaucoup la manière dont je vais concevoir le bâtiment. Et je suis partie dès le début avec l'idée de faire un bâtiment en terre coulée. Donc du coup, je pense que technique terre coulée et bois, c'est déjà un gros truc. Deuxième, AutoCAD. Merci beaucoup à AutoCAD. Et ensuite, les géométries du bâtiment, encore une fois, ça a été mon outil de base de travail et c'est à partir de ça que j'ai développé tout le projet.
Moi, ce qui m'aide à avancer dans le projet, c'est surtout de dessiner et de travailler en maquette. Et c'est quelque chose que j'ai aussi reprise en recherche, parce qu'on a essayé de développer un peu de la recherche par le dessin et de vraiment entremêler à la fois l'exercice du mémoire et celle du projet. Moi, je dirais qu'en fait, ça a été très inscrit en fait. Donc, mon projet de fin d'études a été vraiment lié avec ma thématique de recherche de mémoire, donc sur la réversibilité. Et moi, je pense que c'est que le début, parce que c'est la recherche en fait de différentes techniques, de comment on peut construire l'architecture différemment. Totalement. Elle a été hyper révélatrice pour moi cette dernière année. J'ai vraiment pris l'axe de la circularité, du réemploi, du cycle de la matière. Et c'est là où j'ai l'impression que mon cursus d'architecture a vraiment pris un sens, c'était pendant cette dernière année-là. Donc ouais, c'était plutôt une base pour quelque chose d'après. En tout cas, c'est un projet alt, donc il est très théorique, il est très conceptuel, mais je pense que j'ai essayé de mettre vraiment tout ce que j'ai envie de voir dans l'architecture future, donc dans aussi ce que je vais faire en architecture. Mais en tout cas, l'envie que j'ai, c'est de pas m'éloigner de cette énergie qu'il y avait quand je faisais mon PFE et mon mémoire. Ce projet-là, il m'a vraiment ouvert sur donc déjà le développement durable et sur le fait de voir l'architecture avec le paysage et de plus voir l'architecture comme un élément isolé, comme beaucoup d'architectes le font aujourd'hui. Ouais, je dirais que oui, c'était une pierre pour la suite, dans le sens que toutes mes expériences, elles permettent de nourrir l'architecte que je serai demain, on va dire. Maintenant, je pense qu'il y a mille manières d'être architecte et je me ferme pas dans une manière de concevoir. Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Je pense que cette année, donc les deux exercices de mémoire et de PFE, ils ont été très formateurs. Rien que par leur temporalité, d'avoir pendant un an travaillé sur un même sujet, c'était formateur pour la suite. Et dans les thématiques abordées, moi j'espère pouvoir continuer à aller dans des thèmes qu'on a pu voir durant cette année-là. Je dirais que c'est à la fois une continuité de questions que j'ai commencé à me poser, je dirais, à partir de la fin de la licence. Mais oui, c'est aussi un début de réflexion sur ma vision en tant que, comme on aime bien dire en géoarch, de natif de cette terre et du fleuve du Rhône. Comme je le disais, c'est un peu le premier jet. Donc du coup, oui, c'était un peu, comment dire, dessiner mon entrée au Mali. Le fait que je retourne au Mali. Donc je ne suis pas encore retournée, mais c'est un peu ce projet-là qui va m'amener là-bas. Jusqu'à maintenant, pas encore vraiment. Mais en tout cas, j'espère que... c'est un peu mon but justement de revenir un peu à ça et de voir comment ça peut être poursuivi parce que la thématique du risque, elle m'a beaucoup interrogée et j'ai vraiment apprécié pour le coup faire mon PFE, surtout après coup, on s'en rend plus compte. Et j'ai l'opportunité de travailler au chantier parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je pense que une valeur très importante de métier d'architecte, c'est pouvoir être aussi coordinateur de son propre projet et travailler avec toutes les entités, avoir les capacités et de se métamorphoser pour parler avec des promoteurs comme avec les artisanats. Je pense que pour moi, personnellement, pour avoir les cœurs remplis, il faut apprendre au détail et savoir comment on construit et ça, on l'apprend qu'au chantier. Pour moi, avant tout, le chantier, c'est ce qui n'est pas encore fini. Et du coup, c'est le processus, quoi. C'est ce qui est en cours et ce qui va être fait par la suite. Mais c'est aussi le travail d'équipe. Un chantier, c'est un peu plusieurs personnes. Du coup, c'est un peu ma vision du chantier pour le moment. Déjà, c'est une manière d'apprendre. Je pense qu'en tant qu'architecte, c'est une des meilleures manières d'apprendre, en allant voir sur le chantier ce qui s'y passe. Déjà, par rapport au projet qu'on a présenté, en fait, le chantier, ça a été vraiment un terrain de jeu. Enfin, en tout cas, parce qu'on a parlé des acteurs qu'on a rencontrés et tout. Mais en fait, on avait aussi une grosse envie. En fait, on allait voir des chantiers. En fait, clairement, on a recontacté des gens qu'on avait rencontrés pendant des stages ou quoi. Et chacune, de notre côté, on a allé sur des chantiers prendre en photo où est-ce qu'il y a du plastique, où est-ce qu'on en voit, et poser la question en fait aux
architectes, mais aussi genre des artisans qui étaient là. En fait, c'est pendant la phase chantier qu'on va utiliser le plus de matière plastique parce qu'on va aller utiliser du silicone pour reboucher les trous qui vont pas, parce qu'on va aller calfeutrer à droite à gauche, parce qu'on va avoir beaucoup de déchets et qu'en fait sans un suivi et une implication vraiment grande de l'architecte sur le chantier, et ben tous ces principes-là ils peuvent tomber à l'eau, tous les principes qu'on va dire avant conceptuels de non nous ce sera sans plastique, avec moins de plastique ce sera regardé, si dans les faits il n'y a pas un suivi ensuite, c'est là où on va en utiliser le plus. Alors je vais peut-être taper un peu à côté moi, mais c'est plus la place de l'expérimentation en fait au niveau de l'architecture en fait qui est assez importante pour moi. En fait comme je l'ai dit, en fait c'est ce que j'ai fait pas mal cette année-là et ça m'a vraiment ouvert en fait sur la possibilité que ça crée après pour réfléchir à l'architecture, d'expérimenter. Et en fait du coup je pense que c'est une certaine forme de chantier en fait entre le bureau, enfin le travail en agence et le chantier. En fait je pense qu'il y a cette phase-là qui est assez importante pour que justement ça se déroule bien sur le chantier quoi. J'ai un peu deux visions, on va dire, du chantier. J'ai la vision occidentale, donc en France, que j'ai pu visiter et tout. Et c'est un chantier qui me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que tout est extrêmement bien ficelé. Et il y a le chantier aussi que j'ai pu voir et auquel j'ai pu assister au Mali, par exemple, où tout est un peu... tout est calculé auparavant, mais c'est vrai qu'on a tellement de surprises arrivées sur place et on est toujours un peu dans la ruse, dans les débrouillardises et tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me va un peu plus. Et c'est un terrain qui m'inspire énormément, en tout cas au Mali, parce que je trouve ça, enfin un peu partout même, parce que je trouve ça hyper beau. Et le chantier, c'est trop cool. Moi, j'aime trop y être et j'adore j'adore voir la manière dont ça se construit, etc. Genre voir les artisans poser des poutres et des pierres, j'adore ça. Et c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire plus tard si jamais je continue pas la pratique d'architecte. Faire du suivi de chantier, etc. J'adorerais ça, franchement. Genre chef d'opération sur des projets, être tout le temps sur les chantiers, les pieds dans la gadoue, je suis hyper chaud, quoi. De manière générale, je trouve que dans les études d'architecture, la notion du chantier, elle n'est pas forcément très amenée. Quand on sort avec un diplôme d'architecture, on sait dessiner, on sait utiliser le logiciel, etc. Mais c'est vrai que toute la partie post-conception, on n'a pas forcément des notions qui sont très établies. Pourtant, du coup, dans le cadre du projet que j'ai établi, j'ai essayé de travailler un peu cette notion-là, pas en pensant à l'après-conception, mais plus en pensant à long terme. Donc comment le projet va pouvoir évoluer, enfin comment le bâtiment va pouvoir évoluer et comment on va pouvoir construire certaines choses sur un site qui est occupé. Donc il y a tout un projet par phase, par endroit et forcément je pense que c'est important de pouvoir, de faire du chantier plus tard après son diplôme. C'est un exercice qui est compliqué, je pense qui est unique aussi à chaque fois, ce qui en fait du coup quelque chose d'assez riche. Je pense que c'est vraiment un lieu de discussion entre corps de métier et donc c'est un travail collectif, je pense éprouvant, mais peut-être le plus gratifiant du métier puisqu'on voit aussi la réalité d'un trait sur le papier. Comme j'ai un passif d'ingé structure, le chantier je connais un petit peu et c'est beaucoup de négociations, c'est comme ça que je le vois, c'est beaucoup de négociations, essayer de comprendre ce que les gens veulent faire et parce qu'on réfléchit pas tous pareil mais globalement c'est trouver des compromis en permanence. Donc, en tant que jeune architecte, pour moi, l'étape du chantier, c'est l'étape où on apprend le plus, où on fait avec les artisans, où on crée ensemble. Et c'est la réalisation en fait d'un processus qui a été pensé auparavant. Alors le chantier, je trouve que ça fait peur. C'est quelque chose qu'on voit très peu, pas assez dans les écoles d'archi. Je pense que c'était surtout la thématique où j'avais le moins de connaissances, c'est sur la partie pratique, sur comment on construit vraiment. Du coup, j'ai pris le taureau par les cornes, comme on dit, et donc là, j'ai décidé mon premier travail, c'est à Cycle Up, et en fait, je vais faire diagnostiqueuse et l'intitulé exact, c'est chef de remploi ex situ. Et le but, c'est d'aller sur les chantiers, de voir comment c'était construit avant, comment on peut bien déconstruire. Je pense que c'est la meilleure manière aussi d'apprendre, c'est d'être sur le chantier. L'aspect social, c'est un des murs porteurs de ma vision de l'architecture et quelque chose qu'il faut mettre au centre un peu de tout. La fiction environnementale aussi, de prendre en compte les problématiques d'aujourd'hui et de mieux penser pour arriver dans le futur en évitant les dégâts qui sont causés aujourd'hui. Il y a la question collaborative aussi, je pense. Ce sera hyper important
pour moi, pour la suite, de vraiment travailler en équipe et de me sentir dans un environnement justement où on peut apporter les uns aux autres. Donc quand j'ai commencé le sujet de l'architecture circulaire, le premier constat que j'ai fait, c'était que dans le BTP, en fait le BTP était le secteur où on produisait le plus de déchets et où il fallait vraiment agir. Et en fait c'est là où je me suis dit qu'en tant qu'architecte, on avait peut-être vraiment un pouvoir à jouer sur ça, sur l'environnement et sur comment on peut faire en sorte de construire de manière plus éthique et plus réfléchie. Il y a avant tout le lien avec les habitants, je dirais, le fait de travailler en groupe. Il y a, c'est quelque chose que j'ai plus découvert et j'étais pas au point que j'aimais bien, mais toute la dynamique un peu sociale de l'architecture, c'est-à-dire que tu vas à un endroit et tu prends énormément de matière et tu vas utiliser tout ça quand tu fais une sorte d'herbier en fait de tout ce qu'il y a sur place pour ensuite le réutiliser. Et cette manière de fonctionner là, c'est quelque chose que j'aime bien et qui m'aide, je pense, dans ma manière de faire un inventaire de tout ce qu'il y a pour ensuite voir comment on va faire du projet. Comme mur porteur, donc il y a la sincérité, enfin la vérité peut-être constructive et matérielle qu'on a commencé à aborder par le projet, l'empathie et le fait de toujours essayer en tout cas de construire pour l'autre et de s'imaginer en partie vivre dans chaque espace qu'on peut dessiner. Je pense qu'il y a toute cette idée du collectif, que ce soit du coup, comme je disais précédemment, avec les usagers, mais aussi entre les gens qui vont concevoir. Je pense que c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais que les murs porteurs de l'architecte qui voudrait être, c'est la responsabilité vers l'expérience du client, visiteur ou habitant. C'est ça qu'on apprend à l'école d'architecture, de regarder la lumière, de comment la personne va se sentir de cette responsabilité. C'est pas très facile de la garder une fois qu'on est dans le milieu professionnel. Je parlerai aussi de les goûts pour faire. Pas oublier que c'est nos projets, que l'architecture devient partie de notre vie. Et notre mur porteur, c'est, encore une fois, je l'ai dit, aller chercher au-delà. La question sociale, l'engagement environnemental et encore une fois la pluridisciplinarité, l'échange, le partage avec tous les acteurs du projet qui peuvent apprendre quelque chose. Moi, mon approche, je dirais, c'est de toujours me questionner en fait, de jamais revenir avec une idée au préalable. C'est l'idée de réfléchir vraiment à l'échelle de la matière, c'est-à-dire repenser comment on construit, on assemble l'architecture pour qu'en fait on puisse utiliser la matière sur l'entièreté de sa durée de vie. Donc moi c'est un peu ça qui me porte en fait, c'est comment redéfinir comment on construit l'architecture. Mes potes encore une fois, merci Clotilde Vanois notamment d'avoir été présente ces 2-3 dernières années et d'avoir été là à 24. Honnêtement, peut-être pas tous, mais les profs de l'école ont été particulièrement incroyables et nous ont particulièrement bien encadrés. Il y a des cours qui ont été hyper marquants pour moi. Et après, les porteurs, je dirais pas qu'il y a de grands architectes qui me portent tout particulièrement. Dans les porteurs, il y a les bâtiments, parce que les bâtiments, c'est trop intéressant juste de voir comment ils sont faits, etc. Et du coup, juste de voir un bâtiment, ça donne envie de le rénover, de le retaper, de voir comment est-ce qu'il est fait de l'intérieur. Et du coup, je pense que juste du fait d'être entouré de bâtiments en permanence et de vivre en ville, ça c'est un vrai porteur. Je m'étais donné 5 ans avant de retourner au Mali. Il y a déjà presque 6-7 mois qui se sont écoulés. Le temps de devenir celle que j'ai envie de devenir pour pouvoir rentrer au Mali et pouvoir faire ce que je veux là-bas, sans qu'on me marche dessus ou autre, savoir à peu près qui je suis avant de rentrer. Après le diplôme, moi j'ai continué mon stage jusque l'été après les soutenances, et ça m'a fait poser beaucoup de questions sur est-ce que je voulais vraiment faire ça, rester sur Lyon ou pas, etc. Donc j'ai pris quelques mois pour réfléchir. Et là, ça fait plusieurs mois que je suis partie du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, en année de césure. Là, je suis à Berlin, je suis au pair dans une famille. Et de pourquoi pas continuer mes études ici en fait, parce que ce projet justement, ça m'a montré que j'avais des envies plus qui se tournaient vers l'échelle du paysage. Et donc là, je me dirige vers un master en paysage, peut-être en Allemagne du coup, pour ajouter un petit challenge en plus. Et là encore poursuite d'études parce que je suis en double cursus archi-ingé, donc il me reste encore 1 an à faire en école d'ingénieur.
Après, Chaillot m'intéresse, mais je sais pas si j'ai envie de le faire tout de suite ou plus tard ou si jamais. Par contre, bosser en agence du patrimoine 100%. Enfin, c'est complètement ce que je veux faire pour l'instant. Et si possible, sur de la réhab du XXe siècle, ce serait incroyable. Du coup, je suis en double cursus architecte-ingénieur. Donc là, je suis encore en études. En septembre, je vais rentrer en dernière année d'école d'ingénieur à l'ENTPE. Et en plus de ça, j'ai la chance de pouvoir suivre une formation à Lyon 2 qui s'appelle Patrimoine, architecture et mondialisation. Bah, du coup, là, pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est en parallèle de mon travail en agence, du coup, ce serait d'intégrer une asso et de pouvoir faire mes projets aussi de mon côté. Parce que du coup, c'est quelque chose qui me manque pas mal dans la pratique en agence. Alors pour le moment, moi je suis employée dans une agence, donc on verra. À ce moment-là, j'ai pas encore signé mon CDI, mais a priori, ça arrive. Et les plans pour le futur, c'est déjà de passer ma HMO, mais je pense dans 2-3 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, pas dans l'immédiat. Et après, l'objectif final, ce serait vraiment d'essayer d'ouvrir mon agence pour pouvoir justement être plus libre dans ce que j'ai envie de développer comme architecture et vraiment faire ce que j'ai envie de faire. De mon côté, moi, ça fait du coup 1 an que je travaille à l'ADEME. Je suis au service bâtiment de l'ADEME, donc on traite uniquement les sujets qui retournent du bâtiment. Et plus précisément, je suis plutôt sur l'analyse environnementale et en ce moment plutôt sur les équipements climatiques et voilà. Actuellement, je poursuis un double cursus en école d'ingénieur. Donc l'année prochaine, je serai en Erasmus en Norvège. Je vais aussi découvrir plein de choses et justement m'intéresser aux questions environnementales dans le monde du bâtiment. Alors, j'ai commencé mon premier concours aujourd'hui. Du coup, première échéance, premier concours de ma vie d'architecte. Et après, en autre échéance, il y a l'asso qui s'appelle le DDA.